On arrive à la keynote de clôture. Donc, cette journée, ça a été riche et intense, très enrichissante par rapport à beaucoup de feedback qu'on a reçu. Donc, merci d'être là. Pour cette keynote de clôture, on a voulu qu'elle soit spéciale et qu'elle soit inédite. C'est quelque chose qui n'a jamais été testé, ni dans une conf classique, ni dans une conférence agile. Je pense que certainement vous êtes surpris d'avoir un soliste qui joue du oud sur scène. Je vous présente Wassim Benchawesh, qui est soliste. Et j'en profite aussi pour présenter Eric Chabot, qui est le conférencier aussi de la keynote de clôture. Donc Eric Chabot, il va présenter le thème de la confiance. Et, ce qu'on retrouve dans ce thème-là, c'est très humain, c'est très proche à l'humain. Il n'y a pas que meilleur de la musique d'accompagner ce thème-là. Donc pour cette keynote de clôture, c'est Wassim avec son instrument, le oud, qui va être un instrument de langage et qui va accompagner Eric Chabot pour la keynote de clôture. Donc, c'est à vous, messieurs, en fait. Donc, et que le show commence. Merci. Incapable! Bon à rien! T'entends ce que je te dis? T'es qu'un bon à rien! Que ressentiriez-vous si c'était l'un de vos managers qui vous parlait ainsi? Pire que ça. Que ressentiriez-vous si c'était l'un de vos proches qui parlait ainsi de votre enfant? Moi, ces mots, je les ai entendus pendant toute mon enfance. Ils étaient prononcés par un homme, mon beau-père.
Et je me souviens du jour où j'ai fait sa rencontre comme si c'était hier. À l'époque, j'avais 5 ans. J'étais en train de jouer dans ma chambre. Et puis ma mère, elle m'appelle. Mon chéri, viens me rejoindre dans la cuisine. Alors je pose mon jouet, je sors de ma chambre, j'avance dans le couloir, je me mets devant la porte de la cuisine et là où habituellement est assis mon père est assis un autre homme. Et ma mère me dit, mon chéri, je te présente ton nouveau papa. Dorénavant, c'est lui qui va avoir en charge ton éducation. Et quand ma mère me dit ça, elle a le sourire aux lèvres, elle a l'air heureuse. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que rapidement cet homme va se révéler violent. Et que régulièrement, ma mère, mon frère et moi étions frappés. Et cet homme, il avait une particularité. Cet homme, il avait une originalité. C'est lorsqu'il le faisait pas avec sa main, il le faisait pas avec sa ceinture. Il le faisait avec une vulgaire paire de chaussons. Et quand il le faisait au niveau des oreilles, histoire de bien me faire rentrer dans le crâne que j'étais cet incapable, ce bon à rien. Et quand vous êtes un gamin, et que vous avez une autorité parentale qui vous dit que vous êtes un incapable et un bon à rien, vous finissez par le croire. Ça devient une croyance. Jusqu'en 1988. En 1988, j'ai 14 ans. Je suis un adolescent qui est timide. Je suis tellement timide que quand je joue au foot avec mes potes, je suis incapable de demander le ballon de peur de faire une connerie. En cours, je suis incapable de lever la main par peur de prendre la parole en public. Mais dans cette classe de 3e, je suis aussi très très amoureux d'une fille qui s'appelait Honorine Dupuis. Un jour, Honorine, je vais la rencontrer dans la conférence, c'est sûr. Honorine, elle a été très très belle, elle avait des grands cheveux blonds, des beaux yeux verts, un beau sourire, elle était intelligente. Mais comment vous faites quand vous êtes le garçon le plus timide au monde pour approcher la fille que vous aimez? Comment vous faites? Et moi, dans cette classe de 3e, j'ai eu ma chance. Nos professeurs nous annoncent un voyage scolaire. On doit partir 2 jours en quart. Et c'est l'occasion unique pour moi de passer à l'action, de passer à autre chose. Mais il y a une chose dont je suis certain à l'époque. C'est que si je ne change rien en moi, j'obtiendrai toujours des mêmes résultats. Alors j'ai une idée. À l'époque, je suis fan de 2 acteurs de cinéma, Richard Gere et Alec Baldwin. Je me dis, Eric, pourquoi tu ne pourrais pas devenir Eric Gere Baldwin? Et c'est ce que j'essaie de faire. Et mes comportements, ils changent. Quand je joue au foot avec mes potes, je suis capable de demander le ballon, je suis capable de marquer des buts, je suis capable de prendre la parole en classe et je suis même capable de dire bonjour à Honorine le matin. Ouais. Le jour du voyage arrive. 2 cars sont garés devant le collège. J'attends qu'Honorine monte dans l'un des 2 cars et je la suis. Elle se met dans les premières rangées et moi je vais au fond du car avec les petits cahiers de la classe. Le car s'en va. Je me dis, Eric, faut que tu passes à l'action. Il faut que tu ailles lui parler maintenant, c'est 5 heures de car. Commence par lui parler. Montre-lui que tu existes. Mais moi j'ai peur. J'ai les mains qui sont moites. J'ai mon cœur qui bat super vite. Je suis assis au fond de mon car et je me dis, Eric, t'es pas un putain d'arbre. Bouge, avance. Alors je me lève. Et la peur disparaît dans l'action. Je commence à m'avancer dans l'allée du couloir. Je me rapproche d'Honorine. Je me rapproche encore d'elle. Elle a le dos tourné. Et là, je relève la tête et je crie tout fort dans le car. Est-ce qu'une fille est amoureuse de moi? C'est une idée très stupide, je l'avoue. Très stupide, surtout quand on la raconte. Mais moi, ça me paraissait une bonne idée. Mais au moment où je dis ça, en fait, c'est le silence qui se fait dans le car. Il y a tous les regards qui se tournent vers moi, mes camarades, les professeurs. Il y a même le chauffeur du car qui est en train de conduire, qui me regarde dans le rétro, et je lis sur ses lèvres, il est taré, ce gars. Et moi, je suis au milieu de mon car, tranquillement, et c'est le moment que je choisis Eric Gere Baldwin pour se barrer. Et je me retrouve dans la peau d'Éric Chabot. Et là, j'ai la honte de ma vie. J'ai qu'une envie, c'est de retourner m'asseoir. Et au moment où je pense à ça, Honorine se retourne. Elle me regarde, elle lève la main, et très courageusement, dans le silence du car, elle dit « Oui, moi ». C'est beau. Attendez de voir la suite. Parce que là, la logique, elle aurait voulu que le chauffeur du car mette une musique romantique. Musique romantique.
Et là, mes camarades auraient pu m'applaudir et j'aurais pu m'approcher d'elle, la prendre dans mes bras, puis là, j'aurais peut-être pu entendre des you-you dans le car. Et on aurait pu danser, tous ensemble. Ça aurait pu être génial. Ça, c'est ce qui se passe dans les films. Mais vous savez ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit. C'est que la différence entre un moment de courage et un moment de fuite tient dans une microseconde de peur en moins. Et moi, dans cette microseconde, je me rattache qu'à une seule chose. Incapable! Bon à rien! Et je suis persuadé qu'une fille comme elle, aussi bien qu'elle, elle n'a rien à faire avec un mec comme moi. Alors ce jour-là, mesdames et messieurs, j'ai pris la décision la plus lâche de toute ma vie. J'ai regardé à ma gauche, j'ai regardé à ma droite, et j'ai fait comme si de rien n'était. Je suis retourné m'asseoir. Fin de l'histoire. Pourquoi je vous la raconte aujourd'hui? On a tous vécu dans notre adolescence des drames comme ça. Mais j'avais tellement cherché, moi, à être respecté par cette autorité parentale. Je m'étais tellement senti inférieur dans ma capacité à croire que j'étais incapable et bon à rien, et surtout, je m'étais tellement senti impuissant dans ma capacité à protéger mon petit frère et ma mère, que j'avais perdu toute estime de moi. Et l'estime de soi, mesdames et messieurs, c'est la valeur qu'on s'accorde. Si vous vous accordez aucune valeur, vous pouvez avoir aucune confiance en vous. Et ce que j'ai appris bien des années plus tard, c'est que sans confiance, c'est impossible d'atteindre nos objectifs, et c'est encore moins possible d'atteindre nos rêves. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la confiance est au cœur de notre performance, elle est au cœur de l'agilité. On va faire un test tous ensemble. Imaginez ce soir que vous soyez invité par votre patron ou par un grand client et vous dit « Eric, ce soir je te propose une grosse opportunité et on va en discuter au restaurant. Mais viens avec ta femme parce que j'ai aussi envie de passer un moment convivial. » Alors vous êtes super emballé, vous en parlez avec votre femme qui vous rappelle justement que vous avez 2 enfants en bas âge à faire garder. Et c'est le soir même. Et là, je vous propose 2 solutions. La première solution que vous avez, c'est de faire appel à la jeune fille qui habite en bas de votre immeuble, qui a 15 ans, que vous connaissez depuis sa naissance, vous connaissez ses parents, vous connaissez son caractère, mais le seul truc qui pourrait vous retenir, c'est que ça serait la première fois qu'elle garderait vos enfants. La première. Et vous avez une autre solution. Vous pouvez faire appel à une société de placement de nourrices, et là, vous êtes sûr d'avoir une nourrice qui va avoir l'expérience, qui va avoir les compétences et qui va avoir les références. Mais le seul truc qui pourrait vous empêcher de prendre cette décision, c'est que vous allez faire sa connaissance au moment où vous allez quitter de votre appartement. Vous n'aurez plus d'autre choix que de la laisser rentrer chez vous, de la renvoyer et puis d'annuler le restaurant. À main levée parmi vous, qui préfère prendre la jeune fille qui habite en bas de son immeuble? À main levée, dans la salle, s'il vous plaît. Ok, regardez autour de vous. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est la majorité. Regardez ce qui vient de se passer. Pour faire garder ce qui vous tient le plus à cœur, la prunelle de vos yeux, c'est-à-dire vos enfants, pour ceux qui en ont, vous préférez les faire garder par quelqu'un que vous connaissez plutôt que quelqu'un qui a les compétences. Et quand je dis ça, on touche du doigt les 2 grands piliers de la confiance. Le premier pilier, c'est celui de la compétence. Ça serait impossible de prêter notre voiture à quelqu'un qui n'aurait pas son permis de conduire, par exemple. Ça, on le connaît dans l'entreprise. On sait que la compétence est importante pour fonder la confiance. Mais le deuxième champ qu'on oublie souvent dans le management et dans l'entreprise, c'est la personnalité. Et vous avez prouvé ici que la personnalité est au moins aussi importante que la compétence. Les 2 piliers se valent. Imaginez que dans la société d'aujourd'hui, à chaque fois que vous allez chez le docteur, vous soyez obligé de demander ses diplômes avant de vous faire ausculter. Imaginez qu'à chaque fois que vous alliez au restaurant, vous soyez obligé de demander à visiter les cuisines avant de vous mettre à table. Imaginez autre chose. Que je sois l'élu de votre commune et que je veux que vous votiez pour moi. Et je vous dis, chers amis, si vous votez pour moi, je vous promets de baisser vos impôts, de diminuer vos charges et d'augmenter votre pouvoir d'achat. Vous l'avez déjà entendu, cela, peut-être? Et dans nos sociétés, que ce soit en France, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, on vit tous une grave crise de confiance vis-à-vis de nos politiques, vis-à-vis de nos institutions. La crise de confiance, elle est même dans notre avenir. Elle est même par rapport aux générations, par rapport à l'environnement, par rapport aux informations. La crise de confiance, elle est partout. Il paraît qu'un Irakien ou un Pakistanais a plus confiance dans son avenir qu'un Français. Au Maroc, c'est 70% des Marocains qui sont en défiance vis-à-vis des institutions et des partis politiques. Je suis
suis tombé sur une étude l'année dernière qui disait que c'était 24% de la population mondiale qui était prête à créer son entreprise dans les 2 ans qui viennent. En France, j'ai que le chiffre en France, c'est 9%, 3 fois moins. La confiance, elle est culturelle. Quand vous voulez créer une entreprise aux États-Unis, pays dans lequel j'ai travaillé, on va vous dire « take a chance, go, vas-y mon gars ». En France, quand on veut créer la même entreprise, on va vous dire quoi? Bon courage. Vas-y mon gars. Il y a une autre étude qui dit que dans le monde de l'entreprise, pour les cadres, les managers, dont vous faites certainement partie, c'est 39% des cadres qui sont en méfiance, qui sont attentistes par rapport à leur institution, par rapport à leur organisation, par rapport à leur direction. Attentistes. Attentiste, ça veut dire que vous êtes dans la méfiance. Quand vous êtes dans la méfiance dans votre entreprise, vous êtes désengagé, vous êtes démotivé, vous allez vous contenter d'en faire le minimum pour pas trop que ça se voit. À chaque fois que quelqu'un va lancer un projet, si vous êtes dans la méfiance, vous n'allez pas y aller franchement. 39%. Imaginez que vous apparteniez tous à la même entreprise. C'est tout le monde jusqu'en haut ici, en méfiance. La même étude a dit que c'est 14% des cadres qui, eux, sont dans la défiance. La défiance, c'est plus d'être passif par rapport à sa direction. C'est d'être actif, mais être actif contre. Je m'oppose. Quand je suis chez moi, quand je suis avec des amis, je vais mal parler de mon patron, je vais mal parler de mon entreprise. 14%. 14%, c'est toute cette partie-là. Si vous ajoutez les deux, 39 et 14, 53. Plus d'un cadre sur 2 dans l'entreprise aujourd'hui qui n'a pas confiance dans sa direction, dans l'orientation de son entreprise. Un cadre sur 2. Imaginez les conséquences pour les équipes dont ces cadres ont la charge. Quand vous savez qu'un collaborateur dans une équipe qui n'a pas confiance dans son manager passera plus de temps à se protéger de lui qu'à faire son travail. Et pour moi, c'est impossible, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, qu'à chaque fois que quelqu'un parte pour aller au travail, il y aille au mieux dans l'idée d'en partir, au pire dans l'idée de lui nuire, alors qu'on devrait tous contribuer le matin dans l'idée de bâtir, de construire quelque chose pour pouvoir s'épanouir. Pendant 100 ans, on a opposé notre capacité à produire et notre capacité à s'épanouir. On nous dit produit, produit, produit. Ce n'est pas le rôle de l'entreprise de dire qu'on doit s'épanouir. Ce qu'on sait aussi dans le monde des neurosciences, c'est que si je m'épanouis, je produis. Mais par contre, ce n'est pas parce que je produis que je vais m'épanouir. Et la confiance, ça va être notre capacité, ça va être le pont qui va relier notre capacité à réaliser un travail et se réaliser au travail. La grande question qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va faire. Et là, je vais vous proposer 4 leviers. 4 leviers qui ne dépendent que de vous, qui ne dépendent pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, qui ne dépendent pas de votre actualité économique, même du pays dans lequel vous travaillez. C'est des leviers qui ne dépendent que de vous et qui vont permettre de faire 3 choses. La première, ça va être d'élever votre niveau de confiance. Parce que la nature, elle est ainsi faite que je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Si je n'ai pas suffisamment confiance en moi, dans mon management par exemple, comment voulez-vous que j'accorde ma confiance à mes équipes? Et accorder sa confiance, donner sa confiance à quelqu'un, c'est le principe de délégation, c'est aussi le principe de coopération. Mais ça ne s'arrête pas là, si je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Comment voulez-vous que j'insuffle la confiance autour de moi, pour mon manager, pour mes clients, pour mes partenaires? La capacité à créer un climat de confiance autour de soi, c'est ce qu'on appelle le principe de leadership. Et le leadership, ce n'est pas lié à une mission dans l'entreprise, c'est lié à une compétence. Je peux être manager sans être un leader, et je peux être un leader sans être un manager. Souvent, on oppose les deux, il n'y a pas à les opposer, ils viennent se compléter. Et le leadership, ce n'est pas une compétence qui est liée qu'au monde de l'entreprise, c'est aussi lié au monde privé. Si je n'arrive pas à créer un climat de confiance avec ma femme, je risque d'avoir des problèmes de performance avec elle aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça m'est venu tout seul. Je pensais à elle, c'est tout, c'est correct. La confiance, ça va être au cœur de votre posture managériale. Le premier levier que je vais vous partager, c'est celui de l'authenticité. Il y a quelques années en arrière, je vivais une période professionnelle qui était très compliquée. J'étais dirigeant dans un grand groupe français et je parle de mes problèmes avec ma femme. C'est pour ça que je pense à elle.
Et ce jour-là, alors que je parlais de mes problèmes avec ma femme, elle m'a posé une question qu'on ne m'avait jamais posée de toute ma vie. Jamais on m'avait posé cette question. Alors que je lui partageais mes problèmes, elle m'a regardé, elle m'a dit « Eric, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ?» Jamais on m'avait posé cette question de toute ma vie. Et moi, je me souviens de la réaction que j'ai eue quand on m'a posé cette question. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce que je ressens ? Tu comprends pas la merde dans laquelle je suis. Je dois conduire un plan social. Je dois virer peut-être des gens. Peut-être que c'est moi qui vais perdre mon travail. Je risque de perdre mon salaire. Je risque de perdre ma voiture de fonction. Je risque de perdre ma carte de crédit de fonction, mon mug de fonction. Je peux tout perdre. Et toi, tu me demandes ce que je ressens. » J'étais incapable d'exprimer ce que je ressentais à ce moment-là. Alors ma femme, elle m'a regardé et elle m'a posé une deuxième fois la même question. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos couples, mais moi, ma femme, quand elle me pose 2 fois la même question, je sais que la deuxième fois, il va falloir que j'y réponde. Mais en vérité, je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu ressens ? Et on est nombreux à partager cette incapacité à exprimer ce qu'on ressent. On est très nombreux. C'est au moins 15% de la population. C'est soumis à un diagnostic médical qui s'appelle l'alexithymie. L'alexithymie, c'est notre incapacité à exprimer ce qu'on ressent. Moi, je ne peux pas poser ce diagnostic, il est réservé aux médecins. Mais dans les dirigeants que j'accompagne, c'est 3 dirigeants sur 4 dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, chez les managers, qui ne sont pas capables d'exprimer ce qu'ils ressentent, qui ne sont pas capables de mettre des mots sur leurs émotions. Ce que j'appelle l'illettrisme émotionnel. Je reviens à l'histoire de ma femme. Qu'est-ce que tu ressens ? Et là, je dois lui répondre quelque chose. Alors je lui dis, mais chérie, qu'est-ce que tu as envie que je ressente ? Parce que vous savez, des fois, on est des champions dans le mental pour essayer de trouver des solutions logiques et des techniques d'esquive. Ok ? Qui a l'habitude de trouver des solutions logiques à ces problèmes ? On est nombreux. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas que des êtres logiques, on est aussi des êtres biologiques. Et les émotions, elles ne sont pas là pour nous faire chier, elles sont là pour nous envoyer un message. En latin, l'émotion, c'est ex movere, c'est quelque chose qui doit nous mettre en mouvement. En anglais, c'est emotion, c'est le mouvement de l'énergie. Et en arabe, ersa. Ça ? Ersa. Essa. Je me suis entraîné 1 heure à essayer de le dire. Merci pour vos applaudissements. Je reviens à l'histoire avec ma femme. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Tu dis, chérie, aide-moi, c'est quoi les émotions ? Je ne vais même pas nommer une émotion. Elle me dit, est-ce que tu ressens de la tristesse ? Est-ce que tu ressens de la joie ? Est-ce que tu ressens de la peur ? Est-ce que tu ressens de la colère ? Et quand elle me dit de la colère, je lui dis, c'est ça, je ressens de la colère. Je ressens de la colère. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je ressentais uniquement de la colère. Toute ma vie, j'ai ressenti de la colère. C'était lié à mon enfance et la colère a été la seule émotion qui a permis de me libérer de cette autorité parentale. Et je ne pensais colère, colère, colère. Peut-être je ne l'exprimais pas, mais elle était imprimée en moi. Et vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit... Mais je ne vais pas le dire en arabe. Celui qui ne sait pas pleurer est rempli de larmes. Et moi, je ne savais pas pleurer. Et j'étais rempli de colère. Mais le problème de la colère, c'est que quand vous ne respirez que la colère, vous êtes incapable d'exprimer d'autres émotions. La colère annihile toutes les formes d'émotions. À l'enterrement de mon jeune frère, j'étais pas triste, j'étais en colère. Quand il se passait des choses bien dans ma vie, j'étais jamais dans la gratitude de ce qui m'arrivait, j'étais jamais dans la joie de ce qui m'arrivait. Parce que la colère annihile la joie. Essayez d'être heureux quand vous êtes en colère, et c'est strictement impossible. Ce matin, je me suis intéressé au sujet des émotions ici pour le Maroc. Vous savez ce que j'ai trouvé ? Qu'hier, c'est une étude de Gallup, plus de 4 Marocains sur 10 étaient en colère. Et qu'au Maroc, le peuple marocain est l'un des peuples au monde les plus en colère. Ça va dire, tu vois, ça fait ça. Surtout sur la route, on me dit. Mais le problème de cette colère, c'est qu'elle annihile toutes les autres formes d'émotion. L'authenticité, le premier levier que je vous donne aujourd'hui pour créer de la confiance en soi,
c'est notre capacité à être en conscience de nos émotions dans l'instant présent. Je le redis parce que c'est important. L'authenticité, c'est être en capacité d'être en conscience de nos émotions dans l'instant présent. Si vous n'êtes pas capable d'être en conscience de vos émotions pour vous, comment voulez-vous l'être pour vos équipes, vos collaborateurs, pour votre manager, vos clients, vos partenaires, votre femme, votre mari ou vos enfants? On pense que l'authenticité, c'est toujours dire ce qu'on pense. L'authenticité, c'est aussi savoir exprimer ce qu'on ressent. Arrêtez de manger vos émotions. Exprimez-les. Ça vous mettra en route vers l'authenticité et ça vous mettra en énergie, ça vous alignera sur vos vies et ça vous permettra de libérer cette énergie de confiance. Le deuxième levier que je vais vous partager, c'est notre vision. Et sur la vision, il y a quelques années, j'étais en Bretagne avec mon fils. Bravo. Avec mon fils, on était en train de jouer sur la plage, on était en train de jouer au foot. Ça fait 2 heures qu'on joue. Arrive l'heure du goûter et mon fils, il a faim. Il me dit, papa, est-ce qu'on pourrait aller prendre une glace, s'il te plaît? Je lui dis, ok, si tu veux, on va prendre une glace. On va dans le village, dans ce petit village de Bretagne, chez un glacier qui s'appelle Tinou, qui fait les meilleures glaces de Bretagne, de France même. Elles sont super bonnes, ces glaces. Et on arrive devant le glacier, et là, il y a 15-20 minutes de file d'attente. Et moi, il y a un truc que je déteste quand je suis à vacances, c'est de perdre mon temps. Je déteste attendre. Alors, j'essaye de négocier avec mon fils. Je lui dis, chérie, tu sais quoi, la glace, on pourrait la prendre demain. Est-ce que tu veux pas prendre à la boulangerie? Il n'y avait personne à la boulangerie. Un kouign-amann. Vous connaissez le kouign-amann? Du beurre, du sucre, du beurre, du sucre, du beurre, du sucre. Encore un peu de beurre, un peu de sucre. Il n'y avait personne. Je dis à mon fils, viens, on va prendre un kouign-amann. Il me dit, papa, moi, il fait chaud. Moi, je veux une glace. C'est une glace que je veux. Et j'ai enseigné les négociations et je lui dis, mais chérie, écoute, un kouign-amann tout de suite et demain, c'est 2 glaces. Mon fils, il me fait non. Il me dit, alors j'essaye une autre technique. Je suis le père, je fais l'autorité parentale. Je fais, chérie, je veux pas perdre mon temps, je veux pas perdre 20 minutes. On prend le kouign-amann et la glace demain, vas-y. Et mon fils, il me dit, mais papa, on va pas perdre notre temps. Pendant 20 minutes, on va pouvoir discuter tous les deux. C'est chiant. Hein. Il a 10 ans. Si vous cherchez des commerciaux, mon fils, je vous l'envoie, c'est bon. Mais regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'on veut lancer un projet, à chaque fois qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de nouveau, ou qu'on a un nouvel objectif sur lequel on doit aller, on a toujours ces 2 profils-là. Il y a ceux qui sont comme moi à ce moment-là, qui sont file d'attente. C'est-à-dire qu'ils voient tous les problèmes avant de voir l'objectif. Et puis, vous avez ceux qui sont boules de glace. Eux, ils sont focus sur l'objectif. Ils voient tout l'intérêt d'atteindre cet objectif-là. On a ces 2 comportements-là. Maintenant, regardez quelque chose. C'est pas un tour de magie. Hein. J'ai une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, comme toutes les pièces de monnaie, elle a 2 côtés. Okay? Imaginez qu'un côté de la pièce, ça soit ce côté boule de glace. C'est-à-dire vos objectifs, là où vous voulez aller. Et tout ce que ça représente pour vous. En termes de nouveaux accomplissements, en termes de revenus financiers, en termes de notoriété, en termes de reconnaissance. Et l'autre côté de la pièce, c'est ce côté file d'attente. C'est l'ensemble des problèmes que vous allez trouver sur le chemin. C'est peut-être les pertes possibles. C'est tout ce qui va vous freiner, c'est tout ce qui va vous démotiver à atteindre cet objectif-là. La question que je vous pose par rapport à cette pièce de monnaie, est-ce que vous êtes capable de regarder les 2 côtés de la pièce à la fois? Des fois, je donne des conférences sur des profils ingénieurs. Et les ingénieurs, tu sais quoi? Pendant 30 minutes, il va prendre la pièce, et à la fin, il va dire, comme le commercial qui a dit dans les 30 secondes, c'est pas possible. Quand vous regardez la pièce, vous ne pouvez pas regarder les 2 côtés de la pièce à la fois. Vous ne pouvez pas être à la fois focus sur la boule de glace et focus sur la file d'attente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ses problèmes. On ne peut changer que ce qu'on a en conscience. C'est important de regarder ses problèmes. Mais il y a un moment donné, on doit switcher. On doit regarder les solutions qui se présentent à nous. Parce que regarder les solutions, c'est ma définition de la responsabilité. En anglais, on dit responsibility. Ability plus response. C'est notre capacité à trouver des réponses. La responsabilité, c'est la capacité à passer du côté des problèmes au côté des solutions. Et votre zone de focus, elle est limitée. Vous
pouvez pas être à la fois sur les deux. Et pour certaines personnes, la pièce, elle est posée sur une table du côté des problèmes. C'est problème, problème, problème. Et plus vous pensez au problème, plus il se rapproche de vous, plus il prend de l'importance. Et des fois, le problème, il est devenu trop gros. Et quand il est devenu trop gros, vous êtes comme une mouche l'été sur votre porte-fenêtre. Vous avez déjà connu ça, les... Vous avez cette mouche, vous voulez la faire sortir, vous ouvrez la fenêtre d'à côté, et la mouche, ça continue à se taper la tête contre la fenêtre. Quand vos problèmes sont devenus trop grands, c'est pas votre problème qui est trop grand, c'est vous qui êtes trop petit. Vous êtes comme cette mouche, vous vous tapez sur le truc. Alors on dit oui, mais dans l'agilité, dans l'entreprise, c'est facile de trouver des solutions aux problèmes. Les techniciens, les ingénieurs, ils sont faits pour trouver des solutions. Mais ils trouvent des solutions pour les autres. Mais quand les problèmes, ils vous concernent vous avez combien de problèmes que vous traînez depuis des années? Plus vous traînez le problème, plus la pièce se rapproche, plus la fenêtre se rapproche, et plus vous devenez cette mouche qui va venir se coller contre la fenêtre. Alors que les solutions sont à un côté, elle a juste à prendre un petit peu de recul pour pouvoir s'envoler. Votre zone de focus, elle est limitée. Choisissez où vous portez votre focus. Parce que là où vous portez votre attention, c'est là où vous allez placer votre énergie. Changez votre zone de focus, vous allez changer l'histoire que vous vous racontez, vous changez l'histoire que vous vous racontez et vous changez de trajectoire. Si votre trajectoire est différente, l'impact sera différent. Le troisième levier, c'est notre système de croyance. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est pas la mienne celle-ci, ok? C'est pas du tout la mienne. C'est l'histoire d'un homme marié, il en est à son 3e mariage. 3 mariages. Le matin, sa femme, elle lui dit « Chérie, ce soir, je vais rentrer plus tard parce que je vais aller voir le médecin. Je me sens pas très bien. Je vais arriver vers 7h30. » Le soir arrive, il est 7h30, l'homme est dans sa cuisine. 7h35, sa femme est toujours pas rentrée. Il se dit « Tiens, on m'avait dit 7h30, elle n'est pas encore là. » 7h40, toujours pas de nouvelles de sa femme. Et là, le mari se souvient que le médecin qu'elle est allée voir est le docteur Jir Baldwin, un putain de beau gosse. Et en plus, il roule dans un gros 4x4 que lui, il n'a jamais pu se payer. 19h45, sa femme est toujours pas rentrée. L'homme en peut plus. Il commence à s'imaginer que le mari est en train de draguer sa femme. 19h50, sa femme est toujours pas là. Là, je vous laisse imaginer ce que lui, il peut penser de ce docteur et de sa femme. 19h55 arrive. Sa femme rentre, elle est fatiguée de sa journée de travail, elle a une rhinopharyngite. Comment croyez-vous que son mari va l'accueillir? Bonjour ma chérie, avec un petit câlin, un petit bisou. Il va la pourrir. Il va la pourrir. C'est pas tous les hommes sur cette planète qui vont penser, quand sa femme est en retard, que sa femme a une aventure avec le médecin. Pourquoi cet homme, il croit à ça à ce moment-là? Pourquoi il pense à ça? Parce que cet homme, il a une croyance. Que peut-être tous les médecins sont des dragueurs, ou peut-être que toutes les femmes sont infidèles. J'aurais pu raconter l'histoire dans le sens inverse et dire que tous les hommes sont infidèles, et souvent là il y a des femmes qui disent « oui mais ça c'est vrai ». À la base, on a tous des croyances, des centaines et des centaines de croyances qui constituent notre système de croyances. Dans ces croyances, on a des croyances qui sont fausses, bien évidemment, qu'on appelle des croyances limitantes. Si cet homme, il pense que les femmes sont infidèles, c'est parce que c'est lié à son expérience. C'est peut-être lié à sa maman, c'est peut-être lié à ses premières aventures amoureuses. Mais lui, il en a fait une généralité. Et cette croyance est devenue pour lui une vérité, une conviction profonde. On sait, nous, que c'est faux, mais lui, dans sa tête, il pense que c'est vrai. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vos systèmes de croyances conditionnent une chose, ce à quoi vous allez penser. Et comme lui, il pense que les femmes sont infidèles ou que les médecins sont tous des salauds, il va s'imaginer ce médecin en train de draguer sa femme. Si cet homme, il avait une autre croyance, que les femmes ne savent pas conduire, par exemple, il pourrait imaginer que sa femme a eu un accident de voiture et dans ce cas-là, il aurait été inquiet. Son système de pensée aurait été différent et vos pensées conditionnent vos émotions. C'est parce que j'imagine ma femme en train de se taper ce médecin que je vais être dans la jalousie, que je vais être dans la colère. Si je pense qu'elle a eu un accident de voiture, je vais être dans l'inquiétude, je vais avoir une émotion qui va être différente. Et vos émotions conditionnent vos comportements. C'est parce que ce mari, il est en colère qu'il va pourrir sa femme quand elle va arriver. S'il était triste, il va faire quoi? Il va lui faire un câlin, il va la réconforter. Et vos comportements, ça conditionne quoi?
vos résultats, votre réalité. Ce que je suis en train de vous dire ici, mesdames et messieurs, c'est que votre système de croyance conditionne directement vos résultats et votre réalité. La question que je vous pose, c'est à quoi croyez-vous? À quoi croyez-vous? Sur vous, sur les autres, sur vos équipes, sur votre entreprise, sur votre avenir, sur vos enfants, sur votre femme, sur votre mari. À quoi croyez-vous? Parce que votre système de croyance va directement conditionner votre réalité. Et tout l'art de la performance, tout l'art de l'agilité, ça va être de transformer une croyance limitante en une croyance ressource. Parce que votre système de croyance va conditionner votre système de résilience et votre niveau de performance. Je vous raconte une autre histoire. Ça se passe en 1939 à l'université de Berkeley aux États-Unis. Un étudiant statisticien en mathématiques arrive en retard dans son amphithéâtre. Il s'assoit au fond pour ne pas faire trop de bruit et il voit qu'il y a 2 problèmes qui sont affichés au tableau. Il note les problèmes. Il les note. Le soir, il rentre chez lui, il commence à répondre à ce devoir et il ne trouve pas la solution. Alors le lendemain, il recommence. Le lendemain, il recommence. Et le gars, il met 1 semaine à trouver la solution à ces 2 problèmes de mathématiques. La semaine suivante, il va voir son professeur, il s'excuse, il lui remet la réponse à ses devoirs. Il dit « Je suis désolé, je vous les ai mis en retard ». Le prof prend les copies. 3 jours après, il se rend directement chez cet étudiant. Il ouvre la porte, il dit « Mais c'est quoi ce travail? Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» L'étudiant s'excuse. Le prof lui dit « Non, mais tu ne m'as pas compris. Les problèmes que j'avais mis au tableau, c'est ce qu'on appelle en mathématiques des problèmes ouverts. C'est des problèmes qui n'avaient aucune solution. » Et le gars, il a trouvé la réponse en 7 jours. Pourquoi croyez-vous qu'il a trouvé la réponse? Est-ce que si vous pensez que s'il avait entendu le prof dire que c'était des problèmes ouverts sans solution, il se serait attaché à réussir à trouver la solution? C'est impossible, il ne l'aurait pas fait. Il aurait été découragé à l'avance. Mais comme il n'avait pas cette croyance limitante, il a fait son travail. Le niveau de croyance, la croyance est toujours plus grande que les intérêts que vous allez avoir. Imaginez cet étudiant, proposez-lui 1 million de dirhams en lui disant que le problème, il n'a pas de solution. Est-ce que vous pensez qu'il va trouver la solution? Pourtant, l'intérêt, il est grand pour lui. 1 million de dirhams, c'est pas rien. Mais dites-lui que ce problème, il a une solution, donnez-lui rien. S'il a la croyance, c'est toujours plus fort pour la motivation que les intérêts qu'il va pouvoir avoir. C'est ça l'art de la performance. Transformer, challenger votre système de croyance. Et vous allez avoir des résultats différents. Le 4e levier que je veux vous partager, c'est celui de la générosité. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui est celle de Giovanni, mon pizzaiolo. J'ai fait la connaissance de Giovanni il y a quelques années quand je travaillais au Canada. Et au Canada, il y a une particularité, c'est que le midi, on a très peu de temps pour manger. Et en bas de l'immeuble dans lequel je travaillais, il y avait des food trucks, dont un était tenu par Giovanni. Il faisait des pizzas qui étaient certainement les meilleures pizzas de Montréal. Mais le problème qu'on avait avec son food truck, c'est qu'il y avait toujours trop de monde par rapport au temps qu'on avait pour manger. Alors on était découragés, puis on allait voir les autres food trucks. Une fois néanmoins, j'arrive auprès de Giovanni pour payer ma part de pizza. Et au moment où je lui donne les quelques dollars pour payer ma part de pizza, Giovanni me dit « Non Eric, je ne prends pas l'argent aujourd'hui. L'argent, tu vas la mettre dans la boîte qui était posée sur son comptoir. » Il avait mis une boîte, une urne, sur laquelle c'était marqué « Merci, thank you ». Je prends l'argent, je lui dis « Mais tu ne veux pas contrôler l'argent que je te donne? Que je te donne la bonne monnaie ?» Il me dit « Non Eric, j'ai confiance en toi. » Alors je prends l'argent, je la mets dans la boîte, il me donne la part de pizza, je mange la part de pizza. Le soir même, je retourne le voir. Je dis, Giovanni, il faut qu'on parle. Je dis, tu sais quoi? J'ai fait une grande école de commerce. Ton truc, là, tu ne peux pas continuer comme ça, parce que les clients, ils vont finir par te voler, ils vont finir par te donner moins. Giovanni, il me regarde, il me dit, Eric, toi qui as fait une grande école de commerce, là, j'ai appris qu'il ne fallait jamais prendre un pizzaiolo d'eau, ne le faites jamais. Toi qui as fait une grande école de commerce, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, depuis que j'ai mis ce système en place, la marge sur mes pizzas a augmenté de 12%? Et là, moi, j'ai l'explication. Je dis, oui, mais Giovanni, c'est normal, parce que les gens, ils sont feignants, en vérité. Ils ne vont pas chercher à faire la pointe, donc ils vont te donner un peu plus, et puis ils vont mettre, puis c'est OK, ou alors ils vont te mettre des pourboires un peu plus importants, parce que tu leur fais confiance. Je lui dis, Giovanni, ça ne va pas marcher dans le temps.
Parce qu'avec l'habitude, les gens ils vont te donner de moins en moins. Surtout si des Français, si c'est des Français. Et si c'est des Marocains... Giovanni me dit, Eric, toi qui as fait une grande école de commerce, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, depuis que j'ai mis ce système en place, mon chiffre d'affaires a augmenté de 20%? Et là, je ne veux plus apporter de réponse. Je me sens minable par rapport à lui. Il me dit, est-ce que tu te souviens de ce que je faisais pendant que tu étais en train de mettre les pièces dans la boîte? Je réfléchis un instant, je lui dis, bah tu faisais rien de particulier, tu étais en train de servir tes clients. Exactement. Je servais mes clients. Plutôt que de m'essuyer les mains sur la farine que j'avais, plutôt que de compter tes petites pièces, de les mettre dans ma caisse, de recompter la petite monnaie que j'allais te donner, je gagne 20 à 30 secondes. Ces 20 à 30 secondes, je les mets à contribution pour pouvoir servir mes clients. Si je fais plus de clients, je fais plus de pizza, je fais plus de pizza, je fais plus de chiffre d'affaires. Ce jour-là, j'ai pris une grande baffe dans ma gueule. J'ai revu mes croyances par rapport à la vente et j'ai compris qu'avec la confiance, on pouvait faire beaucoup de choses. J'ai mis en équation le principe de Giovanni qui dit ceci. Quand vous élevez le niveau de confiance dans votre organisation, dans votre équipe, lui c'était son food truck, vous allez faire deux choses. Vous allez accélérer, vous allez être de plus en plus rapide pour atteindre votre objectif. Et la rapidité, c'est pas rien. Il y a quelques années, c'était les grosses entreprises qui battaient les petites. Mais aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont rapides, c'est les entreprises qui sont agiles qui vont battre les plus lourdes. Quand vous élevez la confiance, vous augmentez l'agilité. Et la deuxième chose que vous faites en mettant de la confiance dans votre système, c'est que vous allez diminuer les coûts pour la réalisation de cet objectif, que ce soit les coûts financiers, les coûts temporels, les coûts en termes d'effort. Lui, il avait une autre possibilité, c'était de prendre une serveuse qui leur aurait payé 7 $ canadiens de l'heure, il leur a augmenté ses charges, il leur a obtenu à peu près le même chiffre d'affaires. Et si vous faites l'inverse, diminuez la confiance dans votre système, dans votre organisation, dans votre relation avec la personne avec qui vous êtes. Et vous allez faire l'inverse. Essayez de communiquer avec la personne en qui vous avez le moins confiance dans votre entourage. Le moins confiance. Essayez de lui demander quelque chose, de lui demander un feedback. Vous allez voir que ça va être très compliqué. Peut-être que vous n'allez même pas oser lui demander. Maintenant, imaginez faire du business avec un client qui n'a pas confiance en vous, et là, c'est carrément impossible. La générosité, c'est notre capacité à savoir donner pour recevoir. Dans la confiance, c'est notre capacité à faire confiance a priori plutôt qu'à posteriori. On se pose souvent cette question, mais est-ce que je dois faire confiance avant ou après? Je vais répondre à cette question. Elle a été faite par un gars qui s'appelle John Nash, qui a été prix Nobel d'économie en 1992. John Nash, il a travaillé sur une théorie qui s'appelle la théorie des jeux, que vous connaissez peut-être certainement, qui est enseignée dans certaines écoles. Et cette théorie des jeux s'est intéressée à cette question. Est-ce que je gagnerais plus à faire confiance avant ou à faire confiance après? Vous avez déjà entendu ça, tu dois faire tes preuves d'abord. La réponse, elle est la suivante. Vous gagnerez toujours sur le long terme, à faire confiance a priori plutôt qu'à posteriori. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous tromper à donner votre confiance à quelqu'un. Donner sa confiance, c'est un acte de courage. Le courage, c'est la rage qui vient du cœur. Vous allez perdre de temps en temps, mais sur le long terme, vous allez gagner. Et vous aurez toujours deux conséquences possibles à donner votre confiance à quelqu'un. La première, c'est un gain, c'est un avantage, comme Giovanni il a eu avec son food truck. Et la deuxième conséquence, c'est une leçon à en tirer. Au pire, c'est une leçon à en tirer. Et cette leçon, vous allez la tirer sur les compétences de la personne. Est-ce qu'elle a manqué de compétences? Et dans ce cas-là, elle a besoin de formation. On a besoin peut-être de l'orienter de manière différente. Ou est-ce que c'était lié à sa personnalité? Et si c'est lié à sa personnalité, les conséquences sont différentes. La générosité, c'est aussi finir par donner. C'est finir par donner. Pardonner. Le pardon. Le pardon est un acte de générosité. Et quand vous arrivez à élever le niveau de confiance dans votre équipe, je vais vous donner 3 chiffres. Un salarié qui évolue dans un climat de confiance élevé a un taux d'engagement 76% supérieur. Un taux d'engagement. Le désengagement, c'est le risque majeur, c'est la conséquence majeure que l'on a dans les entreprises aujourd'hui. Comment on peut réengager les équipes, les seniors et les plus jeunes? La confiance augmente ce taux d'engagement. Et un salarié qui évolue dans un climat de confiance élevé a un taux de stress aussi 74% inférieur.
74% inférieur. Le stress, c'est le pendant de la confiance. Plus vous augmentez la confiance, plus vous diminuez le stress au travail. Et enfin, la dernière donnée que je vous donne, un salarié qui évolue dans un climat de confiance élevé a un taux de productivité 50% supérieur. 50% supérieur. Sur un objectif de janvier à décembre, ça veut dire que vous réalisez votre objectif à fin septembre. Pour conclure cette conférence, je voudrais vous poser une dernière question. Si vous deviez investir aujourd'hui dans quelque chose pour augmenter votre niveau de performance, pour augmenter l'agilité avec vos équipes, ou pour avoir un sentiment d'épanouissement un peu plus important, dans quoi choisiriez-vous de mettre votre énergie et de mettre votre temps? Est-ce que c'est dans le fait d'avoir un peu plus d'authenticité, dans votre capacité à mieux ressentir ce qui se passe autour de vous? De vous autoriser à exprimer vos émotions là où aujourd'hui vous ne le faites pas forcément? D'avoir une vision différente sur ce qui existe autour de vous? Est-ce que vous êtes plutôt orienté vers la file d'attente? Est-ce que je ne pourrais pas voir un peu plus la boule de glace et ça serait quoi les solutions à mes problèmes aujourd'hui? Est-ce que ça serait une action qui est liée à votre système de croyance? Comment je pourrais changer une croyance qui me limite aujourd'hui? Et vos croyances ne vous appartiennent pas. 80% de vos croyances ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à ceux qui vous ont éduqué, à votre milieu social, à votre culture. Mais vous savez ce que j'ai appris? C'est qu'on peut continuer à être loyal à ses parents sans adhérer à toutes les conneries qu'ils nous ont apprises. C'est pas pour ça qu'on va refuser de les aimer. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et enfin, comment vous pourriez mettre un peu plus de générosité autour de vous? Harvard a réfléchi sur cette question de qu'est-ce qui pourrait me garantir une belle vie? Qu'est-ce qui pourrait me garantir une belle vie? C'est important cette question. C'est la plus grande étude sociologique au monde qui a jamais été réalisée. Elle a commencé en 1942. Harvard a interrogé 700 adolescents de 14 ans en 1942, issus de tous les milieux sociaux. Ils les ont suivis tous les ans. Tous les ans, ils voulaient savoir où ils en étaient dans leur vie. Cette étude a continué à courir aujourd'hui. Avec leurs enfants, leurs petits-enfants, beaucoup sont morts. Et la réponse à cette étude-là, elle tient en une seule phrase. La qualité de votre vie tient à la qualité de vos relations. La qualité de votre vie tient à la qualité de vos relations. C'est quoi une belle relation? Harvard répond à cette question parce qu'on pourrait se dire, c'est quoi une belle relation? Une belle relation, je sais que je suis dans une belle relation quand les deux personnes de cette relation peuvent compter l'une sur l'autre. Ça, c'est une belle relation. Tu peux compter sur moi et je peux compter sur toi. Le fait de compter l'un sur l'autre, c'est une question de confiance. C'est pour ça que je suis profondément convaincu que la confiance, elle est au cœur de notre performance et que l'agilité, elle est au cœur de notre posture managériale, elle est au cœur de notre efficacité commerciale, elle est au cœur de notre épanouissement personnel. C'est pour ça que j'ai envie de vous souhaiter à tous et à toutes de très belles relations autour de vous, parce que c'est la base pour tout ce que vous allez accomplir après derrière. Je vous souhaite d'écouter la musique et de réfléchir là-dessus avec la musique de Wassim. Merci.
Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà, à la fin, ce que vous avez écouté, c'était le thème que j'ai composé pour cette conférence. Et pour moi, c'est vrai, c'était une expérience vraiment nouvelle. Peut-être on parlera plus tard de l'agilité en musique, mais pas pour l'instant. Je vais vous proposer d'écouter maintenant une improvisation, Taqsim, en mode Nahawand, puis la chanson de Yamsafir Wahdak de Mohamed Abdel Wahab. Après, ce sera un voyage méditerranéen. On va faire l'Égypte, puis Bint al-Shalabiya, puis je vais finir avec Escudar et Dans un Kourouas. Merci beaucoup.